Il y a des endroits où la curiosité disparaît plus vite que d'autres. Pas quand on est seul, pas quand on réfléchit, pas quand on analyse une situation à distance, mais quand l'autre est là. Quand il nous répond, quand il ne comprend pas, quand il résiste, quand il se referme, quand il nous touche là où ça fait mal. Tu t'es déjà surpris à perdre ta curiosité en présence de quelqu'un alors que tu te considères pourtant quelqu'un d'ouvert, de conscient, de bien intentionné? Cet épisode est assurément pour toi. Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 du podcast Curiosité radicale. Le sujet cette semaine, la curiosité face à l'autre. Mon nom est Ghislain Lévesque, je suis vraiment content de t'accueillir à nouveau dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, on explore la curiosité face à ceux et celles qui sont là autour de nous, qui gravitent autour de nous. Pas forcément comme une compétence relationnelle, quoique au final, ça devient ça. Pas comme une technique de communication. On va regarder la curiosité, non pas non plus comme une qualité morale, mais comme une capacité neuro-émotionnelle qui disparaît dès que le lien est perçu comme menaçant. Dans l'épisode, on va regarder pourquoi la relation, c'est l'endroit où la curiosité s'éteint le plus vite. Comment l'interprétation remplace la présence. Et ce qui devient possible quand on cesse de vouloir comprendre l'autre pour commencer à rester en lien réel avec lui ou avec elle. À la fin de l'épisode, tu ne vas pas repartir avec des meilleures phrases à dire ou des techniques de communication high-tech. Tu vas repartir avec une lecture différente de ce qui se joue en toi, au moment précis où la curiosité quitte ton corps. Puis qu'à ce moment-là, elle quitte aussi la relation que tu entretiens avec l'autre. La première question, c'est pourquoi la relation est l'endroit où la curiosité disparaît le plus vite? Il y a effectivement des endroits où la curiosité disparaît plus vite que d'autres. Pas forcément quand on est seul, pas forcément quand on réfléchit, pas forcément quand on planifie, qu'on organise nos choses, mais comme je le disais d'entrée de jeu, quand l'autre est là. Quand il nous regarde avec son air, quand il nous répond avec un ton, quand il résiste à ce qu'on essaie de lui faire comprendre ou lui faire accepter, quand il se renferme, pas toujours en étant conscient de ce qui est là, quand il ne comprend pas ce que j'essaie de dire, crème, pourtant c'est simple, quand il nous confronte, quand il nous déçoit. La relation, c'est le lieu où la curiosité est le plus fragile. Je dis souvent que la communication, c'est un art fragile. La communication, c'est la relation à soi et à l'autre. Alors pourquoi c'est si fragile? Parce que l'autre est jamais neutre dans le système. Moi non plus, d'ailleurs. L'autre, c'est pas juste une personne qui est là face à moi ou en face de moi. C'est un miroir qui peut devenir un enjeu, qui peut devenir un risque. Un risque d'être mal compris, d'être rejeté, d'être jugé, de perdre sa place, de perdre le lien. Et dès que le lien devient un enjeu, la posture risque de changer. C'est plus seulement une conversation, ce n'est pas seulement un échange d'idées. Ça devient une situation relationnelle. Et dans une situation relationnelle, le système nerveux prend les commandes, souvent bien avant la tête. C'est là que beaucoup de leaders se retrouvent dans un piège. Ils pensent que le problème, c'est un manque d'écoute, c'est un manque de communication, c'est un manque d'empathie, alors qu'en réalité, le problème est souvent un manque de sécurité perçu dans le lien. Sécurité psychologique qui entraîne de la confiance et qui entraîne une foule d'autres choses, la collaboration, la co-sécurité, la co-création, l'innovation, la résolution de problèmes, la performance durable, etc. Quand la relation devient menaçante, même subtilement, le système cherche à se protéger. C'est normal. C'est un réflexe automatique. Et la protection relationnelle prend plusieurs formes. Je peux vouloir convaincre, je peux vouloir avoir raison, vouloir corriger l'autre, vouloir conclure la conversation le plus vite possible. Je peux vouloir me justifier, je peux vouloir me retirer.
Mais dans tous les cas, c'est la curiosité qui disparaît ou qui prend du recul. Pas parce que je suis un entêté, pas parce que j'ai pas de talent, parce que dans ce moment-là, c'est pas la partie la plus mature de moi qui est aux commandes. Mon système nerveux fait en sorte que être curieux, ce n'est plus prioritaire. La curiosité relationnelle demande une ouverture, une disponibilité, une capacité à ne pas savoir, à composer avec l'ambiguïté, une tolérance à l'inconfort. Quand le lien est perçu comme fragile, le système ne cherche pas à ouvrir ou à s'ouvrir, il va chercher à se sécuriser. Un système qui s'ouvre, c'est un système qui s'ouvre à plus de complexité. Pas que je suis complexe ou que l'autre est complexe, mais m'ouvrir, c'est beaucoup plus complexe que de me fermer, puisque si le système se ferme, je choisis maintenant ce sur quoi, ou le système nerveux choisit maintenant ce sur quoi il place son attention. C'est pour ça que dans la relation, on passe si vite de l'écoute à l'interprétation, de la présence à la défense, de la curiosité à la certitude. Et souvent sans s'en rendre compte. C'est pas que l'autre est plus difficile que la situation, c'est que l'autre touche quelque chose de plus profond. Il active quelque chose en moi. Ça met à risque l'identité narrative, donc l'histoire que je raconte par rapport à moi-même. Ça met à risque mes valeurs, mon sentiment d'appartenance, mon image, la reconnaissance que je peux ou pas recevoir de l'autre, la possibilité d'être rejeté. Bref, ça met en jeu une foule de choses. Et dans ce contexte-là, le système ne joue plus au jeu de la curiosité, il va jouer au jeu de la survie relationnelle. Comprendre ça, c'est déjà énorme, parce que ça déplace complètement la posture. C'est plus pourquoi est-ce que l'autre est comme ça ou est-ce que pourquoi moi je suis comme ça, ça devient qu'est-ce que cette relation active en moi là maintenant. Et c'est là que la curiosité prend tout son sens. Et tant que cette question n'est pas possible, la curiosité ne peut revenir. Elle est disparue. Le deuxième élément que je veux aborder avec toi, c'est que le système nerveux face à l'autre va évaluer d'abord la menace avant la logique. On aime croire que dans une conversation, on est d'abord relationnel, qu'on écoute, qu'on analyse, qu'on comprend, qu'on est présent, puis qu'on répond à ce qui est là. Mais au final, dans la relation, ça se passe presque jamais comme ça, à moins d'être dans un espace de maturité émotionnelle qui engendre aussi de la maturité relationnelle. Face à l'autre, le système nerveux évalue avant même que la pensée arrive. Il évalue, suis-je en sécurité ici? Est-ce que je suis reconnu actuellement? Est-ce que je risque de perdre quelque chose? Est-ce que le lien est stable? Est-ce que ma valeur est à risque? Est-ce que mon lien d'appartenance est à risque? Est-ce que je risque d'être rejeté? Cette évaluation-là, elle se passe en millisecondes. Avant même que tu saches ce que tu penses de l'autre, ton corps a déjà répondu. Il a répondu par une contraction, par une accélération, par une fermeture, par une vigilance accrue. C'est pour ça que dans certaines conversations, tu te sens tendu sans savoir pourquoi. C'est un manque de clarté mentale, évidemment, qui s'appuie sur une activation, quelque chose d'activé à l'intérieur. Une espèce d'activation relationnelle. Je suis déclenché par la relation que j'ai ou que je n'ai pas avec l'autre. L'autre représente toujours un certain degré d'imprévisibilité. Et l'imprévisibilité, pour le système nerveux, c'est jamais neutre. Ça peut être excitant, mais ça peut aussi être menaçant. Dès que le système perçoit une menace quelconque, relationnelle ou l'autre, même subtile, il ne cherche plus à être curieux. Il cherche à se protéger. Et la protection relationnelle peut prendre plusieurs formes. La défense, la justification, le contrôle, le retrait, l'adaptation excessive, la conformité.
C'est pour ça que de demander à quelqu'un d'être plus curieux dans une relation tendue revient souvent à lui demander l'impossible. Pas parce qu'il ne veut pas parce que tu ne veux pas parce que je ne veux pas, mais parce que son système ne peut pas dans cet état-là. La curiosité relationnelle n'est donc pas une qualité morale. C'est une capacité qui dépend de l'état du système nerveux. Et tant que cet état n'est pas reconnu, atténué, régulé, on continue à se battre ou à réagir par réflexe, au lieu de comprendre ce qui génère la situation, l'état actuel. La troisième chose que je veux discuter avec toi, c'est comment ça se fait qu'on passe si vite de la présence à la projection. Je dis souvent, de la présence à la projection, c'est quand je n'arrive plus à voir l'autre. Il y a un moment très précis où la relation bascule. Un moment souvent invisible. Au début, je suis avec l'autre, je l'écoute, je perçois son ton, je remarque ses hésitations, je suis présent à ce qui se passe entre nous. Puis quelque chose s'active. Un mot, un regard, un silence, une réponse qui ne correspond pas à mes attentes, bang! Sans même m'en rendre compte, je quitte l'autre, je quitte la relation. Pas physiquement, intérieurement. Je ne suis plus avec l'autre qui est là face à moi. Je suis avec ce que je crois qu'il pense, avec ce que je crois qu'il veut, avec ce que je crois qu'il me fait, avec ce que je crois que ça dit de moi. C'est là que je passe de la présence à la projection. La projection, ce n'est pas un défaut psychologique, c'est un mécanisme de protection. Quand je projette, je réduis l'incertitude. Je transforme une situation vivante, complexe, ambiguë, en une histoire compréhensible et surtout une histoire sécuritaire, entre guillemets. Même si l'histoire est fausse. À partir de là, la curiosité n'est plus possible parce que je n'ai plus l'autre en face de moi, j'ai une version de l'autre que je définis avec une profonde certitude. Et souvent, plus la projection est forte, plus je suis convaincu d'être lucide. Parce que la projection fait ça. La projection donne une impression de clarté. La curiosité radicale commence ici par une reconnaissance toute simple. Je suis peut-être plus en relation avec l'autre, je suis peut-être en relation avec mon interprétation de l'autre. Et si cette reconnaissance devient possible, elle va changer toute la dynamique. Ça nous amène donc dans le quatrième élément. La curiosité versus l'interprétation. Il y a un moment très précis où la curiosité disparaît dans la relation. Ce moment-là, ce n'est pas quand l'autre parle, c'est quand j'interprète ce que l'autre dit ou fait. L'interprétation est rapide, automatique, inconsciente. Elle ne se présente pas comme une hypothèse, elle se présente comme une évidence, comme une certitude. Elle crée de la fermeture, elle crée un manque d'écoute, elle me place sur la défensive et elle ne respecte pas tout ce que je pourrais avoir comme valeur face à la relation. À partir de ce moment-là, je ne suis plus en relation avec l'autre, je suis en relation avec mon histoire sur l'autre. Et c'est là que la curiosité devient impossible. Parce que l'interprétation fige mon mental par rapport à l'autre, fige ma perception par rapport à l'autre, fige ma posture par rapport à l'autre. Elle me raconte une histoire, elle donne une interprétation, une explication, elle réduit l'incertitude, elle stabilise le récit. Et pour le système nerveux, c'est super rassurant. L'interprétation, c'est une stratégie de sécurité, permet de savoir à quoi j'ai affaire, anticiper, me positionner, bref, me protéger. Tout ça, même si elle est fausse, même si elle est partielle et même si elle est injuste. La curiosité, elle, fait exactement l'inverse. Elle va ouvrir le monde des possibles.
Elle va donc engendrer de l'insécurité. Et c'est possible si j'accepte de ne pas savoir, si je suspends mon jugement, si je tolère pendant un moment l'ambiguïté, le possible chaos. Quand ton système nerveux est activé, ben ça, c'est l'équivalent de danger, danger, danger. C'est pour ça que sous tension relationnelle, on préfère souvent l'interprétation à la curiosité. Pas parce qu'on a une tête de cochon puis qu'on a un esprit fermé, mais parce qu'on cherche un sol stable, inconsciemment. Il y a une confusion fréquente ici. On croit que l'interprétation nous aide à comprendre l'autre, mais bien souvent, elle est surtout là pour nous rassurer nous-mêmes. La curiosité radicale à cet endroit bien précis ne consiste pas à éliminer tes interprétations. En fait, ça serait probablement impossible. Elle consiste à remarquer quand une interprétation s'est installée. Et le moment clé, c'est celui-ci. Suis-je encore curieux de l'autre? Ou suis-je en train de défendre une histoire que je me raconte, que je fabrique sur l'autre? Ce n'est pas une question de moralité, encore une fois, c'est une question de posture. Parce qu'à partir du moment où je défends une histoire, je ne suis plus en relation. Je suis dans une position. Et c'est là que la conversation change de nature. J'écoute plus pour comprendre, j'écoute pour confirmer ou pour débattre. Je parle plus pour explorer, je parle pour convaincre, pour corriger, pour me protéger. La curiosité radicale propose un micro-déplacement, encore une fois, très exigeant, c'est vrai. Passer de « il est en train de » tiens, voilà ce que je suis en train de penser de lui. Au lieu d'avoir la caméra sur l'autre, j'amène la caméra sur moi. Ce déplacement, il est subtil, mais immense, parce qu'il redonne de l'espace. Pas pour donner raison à l'autre, pas pour s'effacer nous-mêmes, mais pour revenir dans la relation pour vrai, pas dans le récit, dans l'histoire que je me raconte. Et c'est dans ces moments-là, dans cet espace-là, que quelque chose redevient possible. Pas une solution miracle, je reviens dans ce qu'on appelle la présence. Et la curiosité revient rarement d'un coup, elle revient par petits mouvements, par une question un peu moins défensive, par un silence un peu plus long, par une écoute un peu moins stratégique. C'est ça la curiosité relationnelle, ce n'est pas une vertu, c'est une compétence sociale. Une compétence qui te demande de rester ouvert là où tout pousse à te fermer. Parlons maintenant du réflexe invisible. Vouloir comprendre pour se rassurer. Il y a une nuance importante à faire ici, parce qu'on pourrait croire que vouloir comprendre l'autre, c'est toujours être curieux. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vouloir comprendre, c'est une forme de curiosité réelle, mais parfois, vouloir comprendre, c'est une stratégie de contrôle déguisée. Quand je veux comprendre pour réduire mon inconfort, pour calmer mon anxiété, pour savoir à quoi m'en tenir, pour me rassurer, alors je ne suis pas vraiment curieux. Je suis en train de chercher une stabilité intérieure. Ce n'est pas bien ou mal, mais c'est une curiosité qui est teintée. Elle est teintée par vouloir des réponses, vouloir des explications, vouloir conclure quelque chose. Et le risque sera toujours de quitter la présence, de quitter la curiosité et de retourner dans l'histoire que tu te racontes, dans l'histoire que je me raconte. La curiosité radicale, elle n'est pas pressée, elle n'est pas sur un agenda. Elle peut rester avec la question, elle peut rester avec l'ambiguïté, elle peut rester avec le silence. Elle n'a pas besoin de toutes les réponses tout de suite. Puis dans la relation, cette distinction-là, elle est cruciale. Est-ce que ma curiosité a pour but d'arriver rapidement quelque part? Ou est-ce que ma curiosité a pour but de nourrir le lien et de laisser la relation dans un meilleur état qu'elle ne l'était au début de la conversation? Parce que très souvent, ce qui coupe la relation, ce n'est pas le manque d'intérêt, c'est le besoin trop rapide de comprendre et de s'occuper de soi. C'est important de parler du coût relationnel, de la perte de curiosité. Quand la curiosité disparaît dans la relation, il ne se passe pas toujours quelque chose de spectaculaire. Souvent, c'est
plutôt subtile. Les conversations deviennent plus courtes, les silences deviennent plus lourds, les malentendus s'accumulent, les sujets sensibles sont évités, ça devient des conversations transactionnelles. Je parle avec l'autre parce que j'ai besoin de quelque chose, ou l'autre parle avec moi parce qu'il a ou elle a besoin de quelque chose. On continue à parler, mais on ne se rencontre plus vraiment. La perte de curiosité crée donc des conflits silencieux, latents, des ressentiments qui peuvent être diffus, des distances, des gouffres qui se créent et qui se nomment malheureusement pas. Et plus ça dure, plus la relation devient fragile. Pas parce que les gens sont de mauvaise foi, mais parce que la présence relationnelle n'est plus là. Ça devient donc important d'apprendre à co-réguler et à comprendre pourquoi je ne peux pas être curieux seul. C'est bien qu'il y en a un des deux qui soit curieux, mais dans un monde idéal, ça serait bien que les deux ou tout le monde le soit. Une des illusions que je rencontre très souvent chez les leaders, c'est cette illusion qu'ils devraient rester curieux, curieuse, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe. Mais la curiosité relationnelle, elle ne dépend pas juste de moi. Évidemment, si moi je ne suis pas dans une posture de curiosité, ça va être difficile de regarder l'autre, d'être en relation avec l'autre de façon curieuse. En même temps, si moi je le suis et que l'autre est complètement fermé et qu'il n'a pas envie de participation, ça se pourrait que ça rende l'exercice un peu plus complexe. La curiosité relationnelle, comme je le disais, dépend donc pas juste de moi, mais dépend surtout de la sécurité du lien, de la sécurité psychologique, de la confiance présente dans le lien. Ce qui me fait dire qu'on est des êtres de co-régulation et qu'un paquet d'éléments viennent teinter ce qui se passe. Le ton de l'autre, sa posture, son regard, sa disponibilité, comme mon ton, ma posture, mon regard, ma disponibilité. Tout ça influence directement mon système, son système, notre système, que j'appelle écosystème. C'est pour ça que certaines personnes nous rendent naturellement plus curieux, puis que d'autres nous ferment ou nous amènent dans la fermeture instantanément. Ça ne veut pas dire de se déresponsabiliser, ça ne veut pas dire de mettre la faute sur l'autre, ça veut juste dire de comprendre que la curiosité radicale, c'est aussi une question de dynamique relationnelle, de danse relationnelle. Et parfois, le simple fait de reconnaître ça, ça enlève énormément de pression intérieure. Ça ne me préserve pas de mes obligations comme communicateur bienveillant, mais ça me rappelle que c'est quelque chose que je ne peux pas faire seul. Parlons de quand l'autre devient le problème. Quand la relation devient trop, entre guillemets, activante, quand je suis trop déclenché, un réflexe hyper humain qui s'installe, c'est externaliser l'attention. L'autre devient trop sensible, trop rigide, trop lent, trop fermé, trop compliqué. Puis parfois, c'est vrai, mais très souvent, cette lecture, c'est une interprétation, puis ça nous empêche de voir autre chose. C'est nous qui projetons sur l'autre. Elle nous empêche de voir ce que la relation active en nous. Et tant que cette activation n'est pas reconnue, tant que je ne sais pas pourquoi je suis déclenché, la curiosité ne peut pas revenir. Il est important de le dire clairement, être curieux ne veut pas dire tout accepter, ne rien dire, se taire, s'effacer. La curiosité radicale, ce n'est pas une posture de soumission, c'est une posture de présence responsable. Je peux être curieux et poser une frontière. Je peux être curieux et dire non. Je peux être curieux et nommer un impact sur moi. La curiosité ne remplace pas la responsabilité, elle en est la base. Et rester curieux quand la relation est tendue, c'est pas confortable, c'est un acte de courage. Parce que ça demande de rester ouvert quand l'ego est touché, de rester présent quand le lien est fragile, de tolérer les conforts sans attaquer ni fuir. La curiosité relationnelle, c'est pas quelque chose qui est forcément doux pour soi, pour l'autre, dans le sens que c'est exigeant. Mais c'est aussi là que quelque chose de profondément humain peut émerger.
Parce que la curiosité va changer quelque chose concrètement dans une conversation. Quand la curiosité est là, la conversation change de texture. Le rythme ralentit, les silences deviennent possibles, les questions ne cherchent plus à piéger, les réponses ne cherchent plus à se défendre. On n'est pas nécessairement d'accord, mais on est en lien. Et souvent, c'est tout ce qui est nécessaire pour accéder au monde des possibles. En résumé, dans la relation, la curiosité ne disparaît pas parce que l'autre est difficile. Elle disparaît quand le lien est perçu comme étant menaçant. Et c'est exactement à cet endroit-là que ce n'est pas un manque de bonne volonté, mais que c'est plutôt une réaction du système qui s'installe. Et c'est là que toi, tu peux observer cet état-là et choisir plutôt que réagir. Si le présent épisode t'a parlé, abonne-toi à Curiosité radicale et peut-être partage-le avec des gens autour de toi. Bien sûr, ça peut t'aider à apprendre à mieux parler aux autres, mais le plus important, c'est plus pour continuer à explorer l'endroit d'où tu entres réellement en relation. Merci d'avoir été là, puis au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode.